Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université Paris 8. Bem-vindos na Universidade Paris 8 pour cette cérémonie exceptionnelle en l'honneur de Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil. J'ai le plaisir et l'insigne honneur d'accueillir au nom de notre communauté universitaire Monsieur le Président Lula da Silva et Madame Janja da Silva. C'est pas maintenant. J'accueille également Monsieur le Président de l'Université, Arnaud Lemay. J'accueille également Mesdames Annick Allègre, Armel Enders et Delphine Leroy. Je vous en prie. Pour débuter cette cérémonie, les chœurs de l'Université Paris 8, qui préparent actuellement pour les rencontres chorales 2025 l'accueil du chœur contemporain de l'Université de Campinas, Coro Contemporâneo de Campinas, dont les 19 membres vont d'ailleurs atterrir à Paris-Orly dans quelques heures pour 10 jours de concerts et d'échanges. Les chœurs vont interpréter un chant venant du nord-est du Brésil et qui raconte à la première personne l'épopée d'un paysan de la région du Sertão, fuyant la misère et emportant avec lui pour seul bagage ses instruments de musique et son courage, en voyageant pour rejoindre la grande ville, accroché à un camion tel un oiseau sur son perchoir, son Pau de Arara, qui donne le titre à cette chanson, Pau de Arara. Sertão,
Merci. Pour débuter cette cérémonie, je donne à présent la parole à Madame Armelle Enders, professeure d'histoire à l'Université Paris 8, chargée de coopération avec le Brésil. Presidente Lula da Silva, Senhora Janja Lula da Silva. A música Pau de Arara, de Luiz Gonzaga e Guilherme de Moraes, la chanson Pau de Arara est un hommage des élèves et des fonctionnaires de Paris 8 à la trajectoire du président Lula et un hommage au peuple brésilien. E o sinal de que o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, está em casa na Universidade de Paris. O presidente não está ouvindo. Sejam muito bem-vindos. Aujourd'hui est un jour historique pour l'Université Paris 8, qui a le très grand honneur d'accueillir entre ses murs l'une des personnalités les plus importantes de ce XXIe siècle. L'un des personnages qui fait l'histoire de ce XXIe siècle, l'histoire des luttes contre l'autoritarisme et contre toutes les fatalités. Dans le moment angoissant que suscitent à travers le monde les assauts contre l'état de droit, la désaffection ou l'indifférence croissante envers les acquis précieux de la démocratie et les attaques obstinées, frontales ou insidieuses contre les lieux de science, d'enseignement et de recherche, votre présence ici, Monsieur le Président, a valeur de manifeste pour nous et pour toute la communauté universitaire. Il n'y a pas de moment plus indiqué que celui-ci, que ce 6 juin, pour vous remettre cette distinction à Paris 8. Et en plus, le 6 juin, c'est l'anniversaire du D-Day, jour qui a commencé la libération, où il faisait un temps aussi épouvantable qu'aujourd'hui, et c'est donc un grand symbole. Hier, Monsieur le Président, vous étiez sous les ors de l'Hôtel des Invalides, de l'Académie française et du Palais de l'Élysée. Ce matin, vous êtes dans l'amphi X du campus de Saint-Denis. Je précise que cet amphi X n'est pas sponsorisé par un fabricant de fusées et de fake news. Vous êtes dans une université dont le nom officiel porte les traces de son histoire. Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Elle est fille d'une institution pluriséculaire, l'Université de Paris. Elle est aussi née dans le bois de Vincennes, du rejet des académismes conservateurs, Vincennes. Elle reste animée par une volonté d'ouverture à l'ensemble de la société, de toutes les sociétés, Saint-Denis. Voilà pourquoi nous ne portons pas de toge, même dans une occasion aussi solennelle que celle-ci. Vous le constatez, la France, comme le Brésil, selon l'expression inventée par Roger Bastide pour décrire votre pays, la France, c'est aussi être une terre de contraste. Et Mário Soares, qui a été accueilli comme professeur à Vincennes, dans cette université, lors de son exil, raconte dans ses souvenirs combien il était le seul à obstinément vouloir porter une cravate. Cette cérémonie est le point culminant de la saison brésilienne à Paris 8. Célébrer le Brésil dans le cadre de la saison croisée France-Brésil 2025 était une évidence à Paris 8, tant sont anciens et multiples les échanges, les coopérations, les amitiés avec des collègues et des institutions brésiliennes. Mais il fallait donner aussi un sens aux célébrations et réfléchir à la nature de nos affinités avec l'immense Brésil, et puis envisager l'avenir de ces coopérations. C'est le thème des périférias, en conservant le mot portugais de périférias, qui nous a semblé le mieux exprimer ce que nous sommes et l'intersection dans laquelle nous nous trouvons avec le Brésil. Périférias regroupe en effet son équivalent français de périphérie, mais il lui ajoute des nuances et surtout il est beaucoup plus utilisé dans le débat public brésilien que ne l'est périphérie en français. Et en plus, en français, il est un peu ambigu. Périférias recouvre ce que nous appelons banlieue, cité, quartier, marge. Et le mot ne désigne pas seulement des lieux, mais aussi les populations qui y vivent. Il renvoie à des relations et à des jeux de pouvoir entre des aires et des gens, voire des peuples, qui seraient centraux et d'autres qui seraient périphériques.
C'était aussi un thème développé par la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, dont l'économiste brésilien Celso Furtado a été un des grands noms. Et cette CEPAL qui proposait, dans les années 50, des solutions pour réduire l'écart entre les économies dites centrales et les économies dites périphériques. C'est donc aussi voir le monde d'une autre manière et soutenir le multilatéralisme dont vous êtes un des champions. Paris 8 est ancré dans son territoire, qui est celui de la ville de Saint-Denis, sous-préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, le plus jeune, le plus cosmopolite et le plus pauvre de la France métropolitaine. Un concentré de périphéries que nos collaborations avec nos collègues brésiliens nous aident à penser et à améliorer. Nous avons tant à apprendre des expériences des universités brésiliennes, de leurs dispositifs innovants et inclusifs, de leurs extensions et tant de problèmes à résoudre ensemble. Bientôt, un laboratoire international sur les migrations associera Paris 8 et l'Université de Brasilia, et celle de Barcelone aussi. D'autres projets sont en gestation, comme un observatoire de la justice qui serait si important. Delphine Leroy va maintenant évoquer l'implication de Paris 8 dans le programme des bourses Guatta. Merci. Monsieur le Président Lula da Silva, l'Université Paris 8 s'est engagée auprès de l'ambassade de France qui finance depuis 2023 des bourses de mobilité, dites Guatta, terme guarani signifiant marcher, cheminer ensemble, à accueillir dans ses murs des doctorants autochtones pour un séjour de 6 à 10 mois. J'ai eu l'honneur, avec mon laboratoire Liage, de recevoir 3 doctorants autochtones, Guarani Kaiwa et Terena de l'UFGD, l'an dernier, que nous avons d'ailleurs pu apercevoir pour ceux qui étaient présents dans la salle, dans le diaporama précédent. Et l'année qui vient, ce seront 4 nouvelles personnes, Makuchi, Kaiwa, Pankara, Guarani Kaiwa, de plusieurs universités qui viendront effectuer un séjour de recherche à Paris 8. Dans la salle, et avant, vous avez pu rencontrer aussi d'autres doctorants Guatta qui sont dans d'autres universités françaises. La politique de quotas que vous avez initiée a réussi à imposer dans l'enseignement supérieur permet ces rencontres exceptionnelles qui ouvrent nos esprits et bouleversent nos représentations respectives. Des fraternités se dessinent, ayant comme constat la reconnaissance mutuelle de populations minorisées et reléguées et la volonté commune de transformer ces réalités. Ici, vos Guatta ont été impressionnés par le déclassement des populations migrantes, auxquelles parfois ils se sont identifiés. La visibilisation des dynamiques locales permet aux personnes de lire la réalité pour la transformer, disait Paulo Freire. Cette chance de rencontre nous oblige et nous engage à inventer et créer des ponts et des solidarités au-delà des frontières. Notre partenariat ancien et prometteur avec la Fiocruz avait déjà ouvert la voie à cette perspective. Et un séjour dans le Mato Grosso do Sul, en août dernier, pour préparer cet accueil, nous a confrontés directement à la situation dramatique que vivent ces populations et l'amplitude de ses effets. 208 assassinats en 2023, 1040 enfants morts faute de soins adéquats, les incendies, les menaces, les suicides sont hélas des faits bien connus au Brésil, mais demeurent bien souvent pour nous très opaques. Promouvoir l'accès de ces peuples à l'université, c'est aussi promouvoir des possibilités d'échange de savoir et de coopération mutuelle, de dialogue avec les gardiens de la connaissance et de la biodiversité. Au centre de leur lutte, la question territoriale est omniprésente. Cependant, elle ne saurait se limiter à une situation de possession, d'accaparement ou de restitution du sol. Il s'agit de vie, de langue, de pratiques sociales, d'imaginaire, de soins à l'environnement, de manière d'être au monde qui dépasse largement celle des peuples en question, tant les interconnexions environnementales nous apparaissent maintenant clairement. C'est la question du plurivers, les enjeux d'un vivre ensemble en reconnaissant
et en respectant la singularité de chacun et de chacune. Ce qui est vrai au Brésil l'est également dans d'autres contextes, dans lesquels l'invasion de territoires conduit à la mort, produit une volonté d'assimilation et une montée des haines. La coopération, la mise en réseau est l'un des moyens de tenter de le contrer, d'imaginer un autre monde possible à plusieurs. Nous avons eu la grande chance de côtoyer, d'échanger et aujourd'hui de poursuivre à distance ces relations qui engagent évidemment nos manières de faire science, de penser, chercher, au-delà de nos évidences et certitudes respectives. Ce basculement épistémologique est en marche et nos étudiants bénéficient également de l'exemple de ces voix qui s'affirment à la première personne du singulier et dont vous avez donné accès à une représentation ministérielle. Les facultés interculturelles sont autant de lieux qui nous invitent à nous interroger sur nos propres modèles éducatifs en France. Énoncer avec ses propres mots sa réalité, donner à entendre sa voix, comme Maria Carolina de Jesus et Conceição Evaristo, que nos collègues de l'UFGD ont mis à l'honneur lors de leur venue, participe au dispositif de revitalisation du pouvoir d'agir des populations, parfois appelé protagonisme. Des dispositifs pluriels des équipes de la Fiocruz accompagnent cette marche essentielle vers une réduction des inégalités et nous encouragent également à notre échelle à repenser nos modes d'action collective. Ces coopérations au carrefour de la recherche et des luttes sociales participent à une quête collective d'un buen vivir qui tente de faire surgir l'espoir d'un autre monde. Il s'agit donc de ne pas s'appesantir, sans les occulter, les constats désespérants qui paralysent, mais de mettre en valeur des efforts et des réussites pour accompagner, soutenir, faire grandir ce qui produit une humanité respectueuse de chacun et chacune. L'accès à l'université de personnes qui en étaient écartées, la reconnaissance de leur savoir et les échanges, tels le programme Guata, nous permettent à travers l'université de faire monde et de rêver le monde pour ensemble le transformer. Nous vous manifestons notre gratitude de l'avoir initié. Je passe maintenant la parole à Annick Allègre. Annick Allègre, qui est l'ancienne présidente toute récente de notre université. Merci Delphine. Monsieur le Président de la République fédérale du Brésil, cher Lula, à un moment où la liberté académique est menacée, y compris dans les pays où elle semblait définitivement acquise, se rendre en chef d'État dans une université pour en recevoir un titre de docteur est un acte puissant. Venir le recevoir de l'autre côté du périphérique parisien, dans une université dont l'histoire est faite de résistance et le quotidien de lutte pour l'existence d'un enseignement supérieur de qualité sur tous les territoires de la République française, en fait un acte exceptionnel. Et pourtant, ce doctorat honoris causa n'est pas une surprise, mais bien un aboutissement logique. Quelle université, mieux que la nôtre, qui a permis à ceux qui en étaient exclus, non bacheliers, salariés, d'entrer à l'université, se devait de reconnaître votre parcours hors norme. Néanmoins, il est d'autres raisons plus profondes encore. Le 1er septembre 1982, Félix Guattari, dont nous avons célébré les 30 ans de la disparition l'an dernier, rencontre le jeune dirigeant du jeune Parti des travailleurs qui accédera au pouvoir en 2003, vous, Lula. Leur conversation, publiée quelques années plus tard, est visionnaire par bien des aspects. Votre analyse de la guerre des Malouines mérite qu'on la relise. Ce qui résonne avec notre cérémonie et lui donne tout son sens, c'est votre réponse à la question portant sur les intellectuels. Je cite, « Un point très important à l'intérieur du PT est la démystification de la distance entre l'intellectuel, l'étudiant, le paysan et le travailleur. » En lien avec la signature des créations de notre université, j'ajouterai pour ma part, et je suis convaincue que vous ne me contredirez pas, l'artiste. Gilles Deleuze, moins voyageur mais tout autant nomade que Guattari, dans l'image-temps,
ne rend pas seulement hommage au talent de cinéaste de Glauber Rocha. Il montre la puissance de sa pensée cinématographique qui permet de saisir que le peuple comme essence manque et que c'est un pluriel en devenir, qu'un autre ami du Brésil, Tony Negri, appellera multitude. Et c'est la collection Trans, sans E, de Editora 34, alors coordonnée par un jeune philosophe français proche de Guattari et Deleuze, qui est ici professeur, qui au cours de la décennie suivante va proposer au public brésilien des ouvrages venus de l'étranger, essentiellement français, donc à Osmose, qui est issu d'un séminaire qui avait été fait à Rio et à São Paulo, en montrant par là, je cite, qu'on ne forge des instruments que pour une autre réalité, une nouvelle expérience de l'histoire et du temps, au risque de l'horizon multiple des nouvelles formes de rationalité. Parmi tous les textes traduits, il me semble d'une nécessité délicatement insolente de mentionner La Mésentente, politique et philosophie de Jacques Rancière, qui rappelle que la démocratie est dissensus et l'être démocratique un être poétique qui ne s'en laisse pas compter. Et c'est à cet endroit qu'intervient notre territoire, celui de Saint-Denis, où la clairière du bois s'est muée pour l'université Paris 8 en lisière de la cité. Dans cette banlieue où vit la population la plus jeune et, on l'a dit, la plus pauvre de la métropole française, est né en 1895, il y a 130 ans, le poète Paul Éluard. Ironie de l'histoire, il est mort tout près du bois de Vincennes, à Charenton-le-Pont. Dans les années 30, que par bien des aspects nous avons l'impression de revivre, Éluard s'engage contre l'exposition coloniale de Paris, je cite, « carnaval de squelettes destiné à donner aux citoyens de la métropole la conscience de propriétaires qu'il leur faudra pour entendre sans broncher l'écho des fusillades. » Pour Violette Nozière, condamnée à mort pour parricide, en lui dédiant une œuvre collective publiée aux éditions Nicolas Flamel, aux côtés des républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne. En 1942, après la défaite, il s'installe à Vézelay près du Maquis, où il poursuit la production de poèmes de résistance commencés dès le début de la guerre. Le peintre Cícero Dias, né au Pernambouc en 1907, s'installe en 1937 à Paris pour fuir la dictature de l'Estado Novo. Il rencontre Éluard par l'intermédiaire de Picasso. Avec l'entrée en guerre du Brésil en soutien aux Alliés, Cícero Dias, détenu à Baden-Baden puis échangé contre des prisonniers allemands, est envoyé au Portugal. Revenu clandestinement en France, il s'établit à Vichy où se trouvait l'ambassade du Brésil. Il y reçoit, transmis par Louis Parrot, le poème « Liberté » de son ami Éluard. Cícero Dias rejoint le Portugal au moment où la France libre est envahie, en dissimulant le poème dans sa poche. Le 15 mars 1943, il le fait parvenir par la valise diplomatique à Roland Penrose, à Londres, qui le reçoit le 15 avril. Et ce même mois, le poème est lancé par milliers d'exemplaires depuis les avions de la Royal Air Force sur le territoire français occupé. C'est une reproduction du manuscrit de ce poème, conservé au musée Paul Éluard de la ville de Saint-Denis, que je vous remets maintenant, chère Lula, comme témoin de la force de notre histoire commune, des valeurs que nous partageons, des convictions qui nous animent, de l'engagement pour la liberté, celle des idées et des peuples. J'en ai retenu quelques strophes. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Puisse ce manuscrit signifier, pour vous comme pour nous, l'amitié qui nous lie indéfectiblement.
L'ensemble vocal Solituti, créé en 1988 à l'Université Paris 8 par son directeur artistique actuel, Denis Gauthéry, va vous interpréter 2 courtes pièces du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos, en français Villa-Lobos, qui ont la particularité d'utiliser la langue Nhangatu, une langue créée par les jésuites portugais à partir de la langue indigène Tupi, afin de pouvoir communiquer avec les peuples de l'Amazonie. Le terme Nhangatu signifie d'ailleurs « la bonne langue ». La première chanson raconte l'histoire d'un petit garçon que le Yurupari, ce personnage mythique de la culture Tupi-Guarani, vient hanter dans ses cauchemars. Vous l'entendrez d'ailleurs souvent appeler « maman, maman ». Dans la seconde chanson, le Yurupari, toujours lui, trompe un chasseur en transformant sa femme en biche. Alors un conseil, ne faites pas ça chez vous.
J'invite à présent M. Arnaud Lémé, président de l'Université Paris 8, qui remettra à M. Lula da Silva le doctorat honoris causa de l'Université Paris 8 à l'issue de sa prise de parole. Signor Presidente, cher Luis Ignacio Lula da Silva, Signora, chère Rosângela Lula da Silva, messieurs les ministres, monsieur le Premier ministre du Portugal, messieurs les députés, monsieur le sénateur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, mesdames, messieurs, élus de Saint-Denis, chers et chers collègues, notamment de Paris 8 et qui ont contribué ô combien aussi à ce bel événement, chers amis d'ici et d'ailleurs, que je ne saurais tous citer. C'est une cérémonie hors norme qui se tient pour nous aujourd'hui ici. Merci à vous, Monsieur le Président, pour le grand honneur que vous nous faites en nous accordant de votre précieux temps dans une visite bien chargée en France. Merci à vous, chef d'État en exercice, dépositaire des espoirs d'un peuple, de plusieurs. Vous qui avez la charge d'un projet politique de profonde transformation sociale et qui, pour cela aussi, êtes confrontés à la violence de notre monde, violence qui peut parfois s'approcher très très proche de vous. Vous qui êtes confrontés aussi à des choix difficiles dictés par les besoins d'une diplomatie qui ne l'est pas moins. Merci à vous de prendre le temps de venir à la rencontre du monde académique et des étudiants d'un pays étranger, en ayant accepté l'invitation de Paris 8, Université des Créations, héritière du centre expérimental de Vincennes et riche d'une certaine tradition un peu mouvementée, rebelle, critique, mais qui est mobilisée depuis toujours dans la défense, pour la défense des libertés académiques, la liberté d'expression, et bien sûr toujours en faveur d'un gai savoir libre, créatif et émancipateur. Vous ne dirigez pas seulement un des plus grands États de la planète, vous incarnez une certaine idée de cet État, et des idéaux qui rayonnent bien au-delà de cet État. Et ces idéaux trouvent ici, à Paris 8, en tout cas nous avons à cœur de le penser, un écho certain. Ils fondent un dessein partagé, un dessein de construire des sociétés plus justes et plus durables. Comme ça a déjà été dit, les affinités entre Paris 8 et le Brésil sont bien anciennes. On clôt avec vous une riche saison Brésil, très riche, et comme l'a rappelé la présidente Annick Allègre à l'instant. En 2003, vous avez été précédé à Paris 8 pour recevoir un doctorat honoris causa. Votre compatriote Marlena Chaui, grande spécialiste de Spinoza, de l'université de Sao Paulo, s'était vue décerner la première, un doctorat honoris causa. Nous avons d'autres grands intellectuels qui continuent à irriguer la vie de cette université. J'en citerai deux. Un très rapidement, c'est Paulo Freire, qui a déjà été cité. Lui aussi originaire du Pernambouc. Mais il y en a d'autres, et plus profondes encore, des affinités, dès les débuts de Paris 8. Ainsi, le tout jeune centre universitaire expérimental de Vincennes reçoit en 1968 la candidature d'un de vos compatriotes, qui s'appelle Josué de Castro. Né comme vous dans l'état du Pernambouc, il était en 1968 déjà une sommité dans son domaine de recherche. Passé de la médecine à la géographie, il avait révolutionné, en s'appropriant les méthodes des sciences humaines et sociales, le questionnement de la sous-nutrition et de la malnutrition. Et ça avait donné 2 grands livres, Géographie de la faim, traduit en 25 langues, Géopolitique de la faim, traduit presque simultanément dans nos 2 pays, en 51 et en 52. Et José de Castro est l'incarnation d'un intellectuel engagé.
directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, fondateur de l'Association mondiale de la lutte contre la faim, représentant du Brésil auprès des Nations Unies à Genève jusqu'en 1964 et au coup d'État civil et militaire. Bien évidemment, ce fut un malheur pour nombre d'intellectuels brésiliens. Mais on dit qu'à tout malheur, une chose est bonne, qu'à tout malheur, quelque chose est bon. Et c'est ainsi qu'il arriva à Paris 8 et qu'il put tout de suite mettre sa patte, imprimer sa marque sur nos études. Tout d'abord, au sein du département de géographie, et puis très vite au sein de ce jeune département de géographie, en introduisant une filière novatrice intitulée en 1968 « Écologie humaine et appliquée ». Josué de Castro est, me semble-t-il, tout à fait emblématique de l'esprit et des orientations fondatrices de cette université à ce moment précis. Pluridisciplinarité, interdisciplinarité, prise en compte de la question sociale au niveau national et international, perspective décentrée par rapport au premier monde, avec les guillemets qui vont, adepte des chemins de traverse et d'une recherche toujours orientée vers l'action. Et bien sûr, le tout pour s'engager dans la cité. Toutes ces approches et ces thématiques, aujourd'hui, elles vivent encore dans notre université et à travers un certain nombre de nos laboratoires, en interaction, bien souvent, avec de prestigieuses universités brésiliennes. Et puis, il incarne aussi quelque chose qui tient à cœur cette université. Il est un des premiers chercheurs, ce que l'on pourrait appeler ces nombreux chercheurs en danger, dont le nombre ne cesse d'augmenter aujourd'hui à travers le monde. Et Paris 8 a une vocation, depuis sa création, à être là pour les accueillir, pour les accompagner, les protéger, leur offrir des solidarités académiques, artistiques, intellectuelles. Si j'ai parlé aussi longuement de lui, c'est qu'à mon sens, il partage plusieurs points communs avec vous, Présidente Lula, et qu'il y a une certaine logique ou filiation entre sa carrière, votre parcours et notre présence ici, aujourd'hui, tous et toutes. Tout d'abord, vous êtes restés marqués, vous, par vos origines nordestines, et puis par l'expérience de la pauvreté, de la sous-nutrition, de la malnutrition, et de fait, la lutte contre la faim a toujours été une boussole pour vous dans votre action politique. Dans les campagnes électorales qui vous ont amené à la présidence de la République, vous aviez affiché comme priorité que chaque Brésilien puisse faire 3 repas par jour. Quand vous avez quitté le palais présidentiel en 2010, c'était le cas. Le pays n'était plus, comme on le dit, sur la carte de la faim. Et ce combat, vous continuez à le porter sans cesse. Au G20, il y a quelques mois, que vous avez organisé à Rio de Janeiro, vous avez réussi à drainer dans votre sillage 80 États pour participer à la création de l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté. Mais la lutte contre la faim n'est pas le tout. Il faut aussi nourrir l'esprit pour faire vivre le citoyen. C'est pourquoi, pour vous, une société plus juste, plus démocratique, plus émancipatrice, c'est une société qui passe, qui compte sur son éducation et sur son enseignement supérieur. Et pendant votre mandat aussi, parmi les nombreuses priorités, pendant vos mandats, eh bien, les chiffres donnent le vertige. 18 universités fédérales créées, 360 instituts fédéraux, 173 campus, et le nombre d'étudiants multiplié par 2. Pour conforter ce maillage territorial et cette démocratisation, vous avez mis en place des politiques sociales fortes, comme par exemple le programme ProUni, qui a pour objectif d'offrir des bourses depuis 2024 aux étudiants les plus modestes pour financer leurs études. Mais vous avez su aussi aller chercher les initiatives portées par certaines universités publiques, initiatives qui avaient pour but d'offrir des places à l'ensemble de la société brésilienne en leur sein. Et elles se sont progressivement mises à accueillir
depuis les années 2000, des étudiantes et des étudiants issus de l'ensemble des classes populaires, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau. Pas plus tard que la semaine dernière, un hebdomadaire brésilien titrait « Sur la révolution silencieuse » que vous avez lancée et qui est en marche dans ces universités. Bien sûr, les quotas que vous avez mis en place se sont heurtés à de l'incompréhension et à un certain nombre de préjugés. Mais il faut constater aujourd'hui qu'ils ont changé la vie de dizaines de milliers de personnes. D'ailleurs, ces mêmes personnes ne vous écrivaient-elles pas pour vous en remercier quand vous étiez détenus de manière totalement injuste? Et aujourd'hui, quand nous sommes en colloque et que nous croisons de jeunes confrères brésiliens, n'en rencontrons-nous pas qui nous disent que sans ces politiques, ils n'auraient jamais eu la chance d'être là aujourd'hui? Ceux qui sont présents ici ne le démentiront sans doute pas. Dans une université comme la nôtre, qui non seulement, et ça a été dit, accueille toute la diversité de la société française actuelle et un bon nombre de ses fragilités, une seule université qui est également traversée non seulement par les difficultés de son territoire, mais aussi par le fracas du monde, par les urgences politiques, sociales, humanitaires. Eh bien, l'expérience brésilienne, Armelle l'a dit, l'expérience brésilienne nous instruit et nous fait songer, car nous partageons un certain nombre d'enjeux et de grands défis. Permettre l'accès à l'enseignement supérieur des plus modestes, leur assurer la reconnaissance à laquelle ils ont droit, et surtout, leur donner les conditions matérielles nécessaires pour leur succès. Nous partageons de nombreuses collaborations avec de nombreuses universités. Certaines ont été citées. Je ne reviendrai pas dessus. Il y a le programme Guata, bien évidemment, qui représente beaucoup de choses pour nous, mais à travers ce programme, surtout ce que je retiendrai, ce que nous saisissons tous, c'est qu'il vient d'une université que vous avez créée en 2005. L'Université fédérale des Grandes Dourados. Et elle est le fruit de votre volonté de remédier aux injustices, qu'elles soient territoriales, sociales, raciales, culturelles. Nous sommes d'autant plus résolus à accueillir ce message et ses étudiants que nous avons aussi pour défi de surmonter une autre difficulté, qui est celle, pour la promotion sociale, pour accompagner nos étudiants dans l'émancipation, de la mobilité et du voyage. Les mobilités internationales sont un vrai défi car elles demeurent encore aujourd'hui à nos jours élitistes et très compliquées pour des étudiants modestes des deux côtés de l'Atlantique. Puisse cette cérémonie, outre la joie, outre l'honneur que vous nous faites, pouvoir déboucher aussi sur des solutions concrètes qui permettent à vos étudiants, à nos étudiants, de se rencontrer ici et là-bas au cours de leurs études. C'est ainsi que nous pourrons continuer d'approfondir nos relations fructueuses, œuvrer à l'émancipation de ceux-ci, en leur offrant l'accès à d'autres cultures, d'autres langues, pour apprendre à se décentrer et répondre ensemble, Sud et Nord, aux défis de la formation de citoyens du monde qui apportent leur contribution à la construction de sociétés plus justes et plus durables et toujours plus démocratiques. J'ai trop parlé. Président Lula, et cette tribune est la vôtre. Voudriez-vous bien m'y rejoindre, s'il vous plaît? Il est temps de vous remettre ce doctorat honoris causa.
Juste un dernier mot. Nous souhaitons, Président, vous donner un présent un petit peu plus personnel. Vous reconnaîtrez sans doute les feuilles du Jequitiba, le plus grand arbre du Brésil. Et qui est symbole de longévité. Et qui est symbole de longévité et de résilience. Tout un symbole pour ce président. La nature est souvent pour nous une métaphore, l'objet de métaphores pour décrire nos parcours et qui nous sommes. Mais aujourd'hui, elle est un petit peu plus. Elle est aussi une inspiratrice. Et si j'ose dire, permettez-moi cette image, elle est peut-être un autre sud aussi à penser. Un sud qui nous invite à nous décentrer pour penser autrement notre rapport à l'environnement, à la nature, autant de sujets qui sont les vôtres, Président. Et si cette image peut vous accompagner dans vos réflexions quelquefois, nous en serons vraiment très heureux. Quero cumprimentar. Je tiens à saluer doutora Arnaud Lemay, présidente de l'Université de Paris 8, la professeure de l'Université de Paris 8, Annick Allègre, Delphine Leroy, ainsi que Armel Andé, les personnes de qui je salue, l'ensemble des professeurs, élèves et professionnels de cette université. Je tiens à saluer ma chère compagne Jean-Jacques et je tiens à saluer mes ministres ici présents et présentes, tout en saluant également en la personne de mon ministre des Affaires étrangères. Je salue l'ensemble de mes ministres. Avant de vous lire mon petit discours, je tenais à vous dire une chose. Le Brésil est un pays qui pourrait être beaucoup mieux, beaucoup plus développé si, au bon moment, à l'époque nécessaire, les élites politiques qui gouvernaient notre pays, les élites économiques, s'ils avaient donc fait les choses qu'ils avaient à faire. Comme vous le savez, nous sommes un pays notre pays a été le dernier à abolir l'esclavage, le dernier aussi à avoir son indépendance en Amérique du Sud, le dernier à accorder le droit de vote aux femmes et le dernier à avoir une université fédérale. Le Pérou, par exemple, a eu sa première université en 1554, alors qu'au Brésil, la première université remonte à 1920. À savoir la fusion de plusieurs facultés qui ont permis de créer l'Université du Brésil, donc pour accorder précisément un titre de docteur honoris causa au roi de la Belgique lors d'une visite en 1920. C'est une démonstration très claire. Les élites de cette époque-là n'étaient nullement intéressées à faire en sorte que les populations brésiliennes puissent étudier. Les fils des riches avaient accès à quelques rares universités et surtout, ils avaient suffisamment d'argent pour
se déplacer en Europe, alors que les pauvres travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de café, dans les usines, sans aucune perspective d'études. C'était là une réalité, une donne très grave, puisque en 1918, l'Argentine avait déjà réalisé, elle, sa première réforme universitaire. Donc, la question que je me pose est la suivante. Quel type d'élite avait le Brésil qui ne tenait pas compte des besoins de formation de son peuple pour que le Brésil puisse devenir un pays compétitif du point de vue industriel, académique, universitaire, du point de vue de sa compétitivité, de son commerce? Visiblement, on n'y pensait pas. Personne ne pensait à ça. Lorsque, en 1932, São Paulo s'est soulevé contre l'État national et a essayé, ils appellent ça la révolution constitutionnaliste de 1932, et São Paulo a donc décidé de créer l'USP. Ils avaient perdu leur combat face au gouvernement central et ils ont décidé de dire la chose suivante. Même si on a perdu cette bataille, nous allons gouverner le Brésil par le biais de l'intelligence. Ils ont donc créé l'USP, qui est la plus importante université brésilienne. Elle est parmi les 6 plus importantes au monde. Je suis fier d'avoir dans ma délégation mon ministre de la Justice, M. Lewandowski, qui vient d'être recevoir le titre de professeur émérite de l'USP, l'université de São Paulo. Et un autre aspect important que le professeur Ricardo Lewandowski pourra vous dire est la chose suivante. Jusqu'il y a 15 ans, l'USP était une université de personnes blanches, de blancs. Il y avait rares étaient ceux qui venaient des périphéries. Après la politique des quotas, après le FIES, après le ProUni, après également de la contribution du gouverneur de São Paulo, qui aujourd'hui est mon vice-président, les périphéries ont commencé à fréquenter l'université de São Paulo. Aujourd'hui, nous avons 50% d'étudiants de l'USP qui viennent de la périphérie, voire plus, sans parler des Noirs et des Métis. C'est-à-dire que petit à petit, l'université brésilienne prend le visage du vrai Brésil, le Brésil de du métissage, du croisement entre les autochtones, les Noirs, qui nous a transformés en cette race si belle que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes joyeux, nous sommes optimistes. C'est un peu de l'histoire, c'est l'histoire même du Brésil. Moi, j'étais obsédé. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de formation universitaire et par le passé, j'étais obsédé par l'idée suivante. Il fallait construire des conditions pour que les personnes plus modestes puissent aller à l'université. Et donc, à chaque fois qu'on parlait de ça au niveau du budget de l'Union fédérale, on constatait que le budget était déjà pris. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un pour nous dire « Oui, mais ça coûte trop cher ». Et il n'y avait jamais suffisamment d'argent. On nous disait toujours « Ça coûte trop cher ». Et du coup, j'ai commencé à me poser la question suivante. Combien ça nous a coûté de ne pas faire les choses à l'époque où il était nécessaire de les faire? Combien ça nous a coûté de ne pas investir de faire les bons investissements au Brésil? Combien ça nous a coûté de ne pas procéder à la réforme agraire dans les années 1950? Combien ça nous a coûté de ne pas créer plus d'universités? À partir de là, on a décidé de créer 2 choses très importantes. Le ProUni, et bon, c'est magique le ProUni. On a pris les dettes que les universités privées avaient auprès du gouvernement
et on a décidé de les transformer, ces dettes, en bourses d'études afin que les personnes venues des périphéries, des personnes qui avaient étudié donc dans des établissements publics, pour qu'ils puissent donc bénéficier d'une bourse. C'était une révolution extraordinaire. Au bout de 2 ans et demi, nous avons déjà 2 millions de jeunes des périphéries dans les universités brésiliennes. Et puis il y avait ce deuxième problème. Nous avions avant ce FIES, qui était un fonds de financement pour les bourses d'études, financé par cette banque brésilienne qui s'appelle la Caisse économique fédérale, une grande banque qui s'occupe notamment des logements et de l'assainissement de base. Mais lorsque les jeunes avaient besoin de cet argent du FIES pour défrayer leurs études, la banque exigeait un cautionneur, un garant. Et vous savez toutes et tous que même le père ne veut pas être le garant de son fils qui mène ses études. Il ne sait pas si ça va s'avérer payant ou pas, et il se peut que par la suite, le père ait des ennuis. Ce qu'on a fait donc, c'est la chose suivante. L'État a pris la responsabilité d'être le garant des étudiants. Et grâce à ça, nous avons pu permettre l'accès à 2 millions de jeunes dans les universités brésiliennes. Je ne sais pas si c'est une raison de fierté ou de tristesse, le fait que je dise à tout un chacun, à tout le monde, que je suis le seul président de l'histoire du Brésil qui n'a pas de diplôme universitaire, alors que je suis le président de l'histoire du Brésil qui a le plus créé d'universités et qui a le plus créé d'instituts fédéraux. D'un côté, il y a ma fierté, j'en suis fier sur le plan personnel, mais d'un autre côté, je suis triste car je sais que le Brésil aurait pu être à un autre niveau si on avait fait les choses correctement au bon moment. Cela dit, je tenais à vous dire que c'est avec une joie immense que je reçois le titre de docteur honoris causa de l'Université Paris 8. C'est un honneur d'être le deuxième Brésilien à recevoir cette distinction aux côtés de cette grande penseuse et philosophe, cette amie, cette membre du parti du PT, mon amie donc, Marilena Chauí. Cette distinction d'aujourd'hui, j'en suis certain, ce n'est pas seulement une reconnaissance personnelle. Je suis certain que ce sont des retrouvailles avec les valeurs qui ont façonné ma vie, la justice sociale, l'éducation en tant qu'outil d'émancipation et l'engagement envers ceux qui ont toujours dû se battre pour avoir une voix et trouver leur place. Je suis donc convaincu que cette distinction, que ce titre d'honoris causa va au-delà de ça. C'est plutôt un hommage à la capacité de résilience du peuple brésilien plutôt qu'à mes réalisations. Donc, merci beaucoup pour cette reconnaissance. J'ai forgé ma trajectoire en défendant les droits des plus vulnérables. Et il importe aussi de rappeler qu'aujourd'hui, la lutte des personnes qui sont solidaires, font preuve de solidarité, font preuve d'un sens d'humanisme, font preuve d'un sens de fraternité, c'est une lutte très large parce que nous devons nous battre aujourd'hui contre les inégalités dans toutes leurs dimensions. Ce n'est pas seulement les inégalités économiques, sociales, il y a les inégalités en matière d'éducation, en matière de race. Vous voyez, en matière de genre aussi, les métiers, les opportunités. Nous avons dans le monde plusieurs personnes qui peuvent choisir leur formation et d'autres millions de personnes qui jamais ne pourront mener des études parce qu'ils sont nés pour être pauvres. Et ce n'est pas normal d'accepter l'idée que les gens sont nés pour être pauvres.
Soit ce n'est pas donné à tous d'être joueur de foot, d'être Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, Ronaldinho. Mais nous devons, c'est pourquoi nous devons faire croire à l'éducation pour créer des opportunités à tous. Ce qui me rend vraiment très très heureux, c'est de se voir que dans mon pays, la fille d'un employé domestique peut disputer une place à l'université avec la fille de sa patronne. Nous ne voulons porter préjudice à personne. Ce que nous voulons, c'est des opportunités et pouvoir créer des égalités de conditions. Un de ces jours, le fils d'un fonctionnaire d'un cimetière participer au concours de l'Institut Rio Branco, la formation des diplomates. Nous avons des fils de maçons au Brésil qui ne veulent plus être maçons. Par le passé, on amenait des gens, des personnes pauvres de Nordeste pour travailler comme maçons à São Paulo, pour bâtir, construire des ponts, des bâtiments, etc. Ils ne comprennent pas que nous ne voulons pas que être des maçons. Nous voulons avoir le droit d'être ingénieurs, médecins, docteurs. Le fils d'un paysan qui travaille sur 10 hectares, il est dans son droit de souhaiter que son fils soit à la même université que son voisin qui a 50 000 hectares. C'est qui peut offrir ça aux gens? L'État. Seul l'État peut garantir ce sens d'opportunité et de garantir à toutes et à tous. C'est ce qui a marqué ma trajectoire, ma vie. Vous savez que cette université est née de l'espoir et du courage du peuple français dans la chaleur des rues en 1968. Elle a été construite en réponse aux revendications d'une jeunesse qui rêvait d'un monde plus égalitaire et d'une éducation plus accessible, plus critique et plus connectée aux réalités sociales. Elle a placé l'accueil des étudiants de tous horizons au cœur de son projet. Paris 8 a été une pionnière en ouvrant ses portes aux enfants des classes populaires, aux immigrés et à ceux qui ne portaient pas de nom de famille célèbre. Elle a montré que le savoir n'est pas un privilège mais un droit. J'aimerais vous rappeler que moi aussi je rêvais de pouvoir mettre en place 2 types d'universités au Brésil. Je rêvais d'une université latino-américaine pour débattre de la culture latino-américaine avec des professeurs latino-américains, avec des étudiants latino-américains, avec des fonctionnaires latino-américains. Et nous avons réussi à créer l'UNILA dans la ville de Foz do Iguaçu, dans l'État du Paraná. Si Dieu le veut bien, elle sera prête en 2026 puisqu'elle a été mise à l'arrêt pendant toute la période de coup d'État subie par Dilma et la période suivante. Et nous sommes en train d'investir 800 millions pour boucler cette université qui est un rêve à moi pour établir une culture latino-américaine à l'attention pour les dirigeants latino-américains. Et c'est qu'au niveau de la jeunesse qu'on peut entamer ce processus. Também sonhei. Puis j'ai rêvé également à la création d'une université afro-brésilienne. Le Brésil a un grave problème. Pendant 350 ans, nous avons eu des millions de personnes soumises à l'esclavage qui ont pourtant aider à construire le Brésil, l'espèce humaine brésilienne même, notre culture, notre façon de danser, notre façon de jouer au foot, notre façon de sourire. Et la dette qui est celle du Brésil envers le continent africain ne pourra jamais être payée en argent. Elle doit être payée en solidarité, elle doit être payée en transfert de technologie,
Et donc, j'ai décidé de créer une université au Brésil. Elle a été créée dans la ville de Redenção, dans l'État du Ceará, qui a été la première ville à libérer les esclaves au Brésil. Et puis, il y a un campus avancé, un campus à São Francisco do Conde, plutôt, à Bahia. Et j'étais très ému de pouvoir participer à la première promotion de l'UNILA. Moi, je voulais une université pour tout le continent africain. Ensuite, ça concernait que les pays lusophones. L'idée, quoi qu'il en soit, étant de former des gens au Brésil avec des allers-retours entre Brésil et l'Afrique afin que les jeunes ne partent pas au Brésil et ne reviennent plus jamais en Afrique parce qu'il s'est trouvé une copine, un copain ou autre. Notre idée, c'est de créer ces écoles, ces institutions pour qu'ils puissent contribuer au développement du continent africain. Il me semble que cette université va se développer aussi. Pourquoi? Parce que je souhaite l'étendre à tous les pays africains et non seulement aux pays lusophones. Je me demande toujours comment Cuba, un pays petit, pauvre, qui subit un blocus depuis 81 ans, comment ils ont des universités pour les jeunes africains, voire même dans le domaine de la médecine? Pourquoi d'autres pays ne seraient pas en mesure de le faire? Pourquoi le Brésil ne serait pas en mesure de le faire? Et nous avons montré que le Brésil est en mesure de le faire, donc nous le ferons. Et maintenant, j'ai deux projets. Le premier, créer une université pour les indigènes, les autochtones. Le deuxième, créer une université consacrée au sport. Autrement dit, faire en sorte que les choses puissent évoluer. C'est très sérieux, les investissements dans le domaine du sport. Je ne sais pas si vous savez que la délégation brésilienne qui a participé au JO de Paris, 275 athlètes étaient des boursiers du gouvernement. Le gouvernement brésilien a une bourse athlète qui est payée, accordée aux athlètes débutants. Et pourquoi? Parce que financer un artiste célèbre, un athlète champion, c'est facile. Les banques s'y intéressent. Mais lorsqu'il est pauvre et qu'il a besoin de s'acheter des baskets, personne ne veut financer. Pour vous donner une idée, Rebecca, la brésilienne, celle qui travaille celle qui est gymnaste, elle a des médailles. Elle a obtenu des médailles et nous avons ce prix de 15 000 reais environ. Et 85% des athlètes brésiliens au JO de Paris étaient des boursiers. C'est une énorme fierté. Avec cette université des sports, nous pourrons encourager les sports et en faire aussi un or pour les enfants afin qu'ils ne tombent pas dans les mains du narcotrafic. Et puis nous investissons dans l'enseignement à plein emploi. Il n'y a pas d'autre solution pour nous occuper de nos élèves. Pourquoi? Parce qu'il faudra faire évoluer aussi le programme scolaire, le programme universitaire. Nous aurons besoin des professeurs. Face à cette diversité de problèmes qu'est celle du XXIe siècle, avec toutes ces nouveautés introduites dans nos vies, nous devons élargir les programmes scolaires afin que les enfants puissent revenir à la maison et partager ces enseignements avec leurs parents qui n'ont pas bénéficié d'opportunités. Comment s'occuper de la question de l'enjeu climatique si les jeunes n'apprennent pas à l'université c'est quoi les soins à apporter à la forêt, aux résidus solides, aux océans? Comment, par exemple, lutter contre les moustiques à la maison? Si on n'apprend pas ça aux jeunes, où vont-ils l'apprendre? C'est pourquoi je pense que le programme scolaire doit sortir de cette panacée
banalité qui vient de siècles et de siècles en introduisant de nouveaux éléments, culture, sport, etc. C'est-à-dire des apprentissages en lien avec la vie réelle des gens afin que tout un chacun puisse s'occuper de son milieu et de l'environnement. C'est un engagement très sérieux de notre part et nous avons pris un engagement auprès des maires et des gouverneurs du Brésil. D'ici 2030, nous souhaitons que 80% des enfants de primaire et collège soient alphabétisés jusqu'à la deuxième année scolaire de notre système. Nous avons créé aussi une bourse épargne pour les lycéens, puisque nous avons découvert l'année dernière que 480 000 jeunes de l'enseignement brésilien abandonnaient donc le lycée pour pouvoir contribuer aux dépenses familiales. Et donc, nous avons pris cette décision audacieuse. Nous avons créé une épargne. Nous donnons 200 reais par mois pour chaque jeune. C'est versé sur son compte bancaire. Et à la fin de l'année, s'il a eu 80% d'assiduité et qu'il passe à l'année suivante, il reçoit 1000 reais supplémentaires et ainsi de suite. Année après année, à la fin de sa formation, il aura 9000 reais et ça fera un bon début pour qu'ils puissent avancer vers l'enseignement supérieur. Nombreux sont ceux qui nous disent qu'on dépense de l'argent inutilement, mais ça revient beaucoup moins cher de s'occuper d'un enfant à l'école plutôt qu'à la prison. Nous sommes en train donc de nous occuper, de prendre soin du peuple brésilien. Ici, des grands penseurs comme Foucault, Deleuze et le sociologue brésilien José de Castro, ainsi que mon cher ami Marco Aurélio Garcia, ont contribué à façonner une pensée critique qui rejette l'injustice comme une fatalité et s'engage plutôt en faveur de la transformation sociale. Je suis convaincu que le rôle de la politique n'est pas de gérer les inégalités, mais de les combattre. Au Brésil, qui n'a fondé ses premières universités qu'au début du XXe siècle, l'enseignement supérieur a toujours été conçu et réservé aux élites. Il a fallu qu'un ouvrier métallurgiste sans diplôme universitaire arrive au pouvoir grâce au vote populaire pour changer cette donne. J'ai l'honneur, pendant le gouvernement du Parti des travailleurs, nous avons consolidé un modèle d'enseignement plus ouvert et inclusif. Avec la présidente Dilma Rousseff, nous avons approuvé la loi d'action affirmative qui a transformé la donne au niveau des diplômés des universités brésiliennes. En concertation avec nos peuples autochtones, nous créerons la première université autochtone d'ici 2026. Cette révolution éducative est l'un des outils les plus puissants pour briser le cycle de la faim et de la pauvreté qui a de nouveau ravagé le Brésil sous le gouvernement de mon prédécesseur. La faim, comme l'a dit José de Castro, est l'expression biologique des maux sociaux. Quiconque a faim voit son existence sous le joug de la douleur présente et devient ainsi incapable de penser au lendemain. Sortir le Brésil de la carte de la faim, comme nous l'avons fait en 2014, est l'engagement le plus urgent de mon gouvernement. L'essence même de la démocratie consiste à gouverner pour tous. Elle doit donc garantir une réelle participation populaire avec des travailleurs organisés, une jeunesse critique et des mouvements sociaux qui soient respectés. Dans plusieurs régions du monde, l'extrême droite s'en est une fois de plus attaquée aux universités. Sa méthode est la même que celle adoptée par les dictatures qui ont ravagé l'Amérique latine au siècle dernier. Affronter enseignants et étudiants et réprimer la pensée critique ainsi que la diversité. Réduire la science au silence, censurer l'art et transformer les salles de classe en instruments de domination. L'extrême droite a peur de l'éducation, car elle sait que c'est là que naît la conscience.
La France, qui a accueilli tant d'intellectuels brésiliens exilés, sait que défendre les universités signifie protéger la science. À l'heure de la désinformation et du négationnisme, le savoir doit être protégé comme un instrument du bien commun. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner les façons d'apprendre, de vivre et de produire. Les opportunités qui s'offrent alors sont illimitées, mais les risques ne sont pas moindres. L'absence de régulation des réseaux numériques ne profite qu'aux grandes entreprises. Le sommet des BRICS, que nous accueillerons au Brésil dans un mois, adoptera donc une déclaration sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Il faut la mettre au service de toutes et tous et non au service des happy few. La défense d'un régime climatique multilatéral est un autre exemple de la manière dont les solutions au dilemme de l'humanité viennent passent sans équivoque par le Sud global. Les universités ont également un rôle décisif à jouer dans la lutte contre la crise climatique. En effet, leurs chaires sont à l'origine de multiples alertes sur les risques environnementaux qui menacent la planète. De leurs salles de classe émergeront les jeunes leaders qui associeront science, innovation et savoir traditionnel pour tracer les voies d'une transition écologique juste, équitable. La pensée critique va également de pair avec la lutte anticoloniale, la lutte contre le racisme, la misogynie, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination. Les universités et le mouvement étudiant continueront d'être les voies de la résistance intellectuelle face aux horreurs perpétrées dans toutes les guerres. Il est impossible de rester indifférent à l'absurdité de la guerre en Ukraine et au génocide du peuple palestinien à Gaza. L'intolérance et l'extrémisme sapent les efforts collectifs de dialogue et érodent, minent la confiance dans les institutions. La gravité du moment exige une ferme défense des valeurs qui unissent l'humanité, la défense de la paix, du multilatéralisme et du développement durable. Il est essentiel de renforcer l'éducation émancipatrice par la coopération universitaire. Chaque année, des milliers d'étudiants, de chercheurs, d'artistes et d'entrepreneurs voyagent entre nos pays. Ils échangent des idées, ils construisent des ponts et ils sèment l'innovation. Je suis reconnaissant, je souhaite remercier les efforts consentis par l'administration de la rectrice Annick Allègre et de son successeur Arnaud Lemay pour renforcer les liens entre cette université et le Brésil. Des initiatives telles que le double diplôme d'histoire avec l'université de l'État de Rio de Janeiro et l'accueil généreux réservé à nos doctorants autochtones sont autant d'actions concrètes qui renforcent l'esprit d'inclusion et de collaboration. L'engagement de l'Université Paris 8 dans l'année Brésil-France 2025, les saisons croisées, illustrent également la manière dont ce partenariat peut se concrétiser dans des projets académiques, scientifiques et culturels. Chers amis, mesdames, messieurs, je tiens à remercier une fois de plus l'Université Paris 8 pour son hommage et pour son accueil. Que cette journée soit une nouvelle graine semée pour renforcer les liens humains entre la France et le Brésil et inspirer les nouvelles générations à rêver, à questionner et à agir. Puissions-nous continuer à honorer l'héritage du maître brésilien Paulo Freire en considérant l'éducation comme une pratique de liberté, le dialogue comme une méthode et la critique comme un outil d'émancipation. Seule la connaissance peut briser les chaînes des inégalités et construire des sociétés plus justes, plus égalitaires.
C'est pour ça que je dis « Vive l'Université Paris 8 », vive l'éducation comme instrument de transformation. Merci beaucoup.